C'est une histoire assez folle en fait, celle d'une chute vertigineuse et d'une renaissance absolument spectaculaire. La saga d'une entreprise de technologie qui a redéfini notre monde alors que tout le monde la croyait condamnée. Alors, la question est posée, et elle est vertigineuse. Comment est-ce qu'une boîte, à 90 jours de la faillite, a pu devenir l'entreprise la plus puissante du monde? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début. Tout commence en 1984, avec une machine qui ne ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. Un ordinateur qui, littéralement, souriait. Pour vraiment mesurer le choc, il faut se remettre dans le bain de l'époque. En 1984, un ordinateur, ça vous accueillait comme ça. Un écran noir, un curseur qui clignote, il fallait lui parler une langue étrange, pleine de commandes hyper compliquées. Et à côté de ça, le Macintosh arrive. Il propose un bureau graphique avec des icônes, des dossiers, une corbelle, bref, une révolution totale. Et ça résume parfaitement ce que les gens ressentaient. Pour l'utilisateur de 1984, c'était de la pure magie. La souris, le glisser-déposer, le fameux WYSIWYG, ce que vous voyez et ce que vous obtenez, tout ça semblait venir du futur. On pouvait mettre du texte en gras et le voir en gras à l'écran, comme par enchantement. Mais bon, cette magie, elle avait un prix, et pas des moindres. Avec seulement 128 petits kilo-octets de mémoire et un seul lecteur de disquette, la moindre tâche, comme copier un fichier, se transformait en une sorte de balai infernal. On appelait ça le jonglage de disquettes. Il fallait parfois échanger les disquettes 10, 15 fois pour une seule opération. Disons que la patience, c'était la compétence numéro 1 pour utiliser un Mac à l'époque. Alors, après ce départ en fanfare, eh bien, les choses se gâtent. Apple va perdre son chemin, et pire encore, elle va perdre son âme. C'est la dégringolade. En 85, Steve Jobs, le visionnaire, est carrément viré de sa propre boîte. S'ensuit une décennie de flou total. La gamme de produits devient un vrai casse-tête, Microsoft rattrape son retard avec Windows 95 et sous les PDG Gilles Amelio, les pertes, elles, deviennent abyssales. En 1997, c'est simple, Apple est au bord du précipice. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du désastre, voilà le chiffre. Plus d'1 milliard de dollars de pertes sur un an. L'entreprise n'a plus que 90 jours de cash devant elle. L'action s'est effondrée. Pour tous les experts, l'affaire est pliée. Apple est cliniquement morte. Et c'est là, au moment le plus sombre, que tout bascule. Steve Jobs revient. Et pour sauver son entreprise, il va faire quelque chose d'absolument impensable. Il va pactiser avec son pire ennemi. La scène est complètement surréaliste. On est à la Macworld 1997. Steve Jobs est sur scène et soudain, sur l'écran géant derrière lui, le visage de Bill Gates apparaît. Jobs lâche alors cette phrase qui jette un froid glacial dans la salle. Il faut qu'on arrête de penser que pour qu'Apple gagne, Microsoft doit perdre. Et là, il annonce un partenariat. C'est sans doute le retournement de situation le plus incroyable de l'histoire de la tech. L'ennemi juré qui devient le sauveur, l'accord est simple. Microsoft met 150 millions de dollars sur la table et s'engage à continuer à faire sa suite Office pour le Mac. C'est une bouffée d'oxygène absolument vitale. Mais attention, derrière ce geste, il y a une stratégie bien plus maligne. Ce n'est pas de la charité, loin de là. À ce moment-là, Microsoft est en plein procès antitrust monstrueux. Et la manœuvre de Bill Gates, elle est géniale. En sauvant Apple, il maintient en vie un concurrent qui a l'air crédible. Cet investissement, c'est son meilleur argument pour dire « Regardez, je ne suis pas un monopole ». Un coup de maître qui a peut-être sauvé Microsoft du démantèlement. Bon, avec cette deuxième chance inespérée, Apple, mené par le duo de choc Steve Jobs et le designer Johnny Ive, va commencer l'un des comebacks les plus fous de l'histoire. C'est le début de l'ère du i. Et ce qui va suivre, c'est juste une suite de coups de génie. D'abord, l'iMac en 98, avec son design coloré tout en un, qui a réconcilié les gens avec l'informatique. Puis, l'iPod en 2001, la fameuse promesse « 1000 chansons dans la Porsche », qui a retourné l'industrie de la musique. L'iPhone, bien sûr, en 2007, qui a tué le clavier physique et mis Internet dans nos mains. Et enfin, l'iPad en 2010, qui a carrément créé une nouvelle catégorie de produits. Passons maintenant à l'ère moderne. Après avoir frôlé la mort, Apple ne va pas seulement survivre. L'entreprise va construire un véritable empire, sous une nouvelle direction qui va transformer l'héritage de Jobs en une machine à cash absolument colossale. Quand Steve Jobs disparaît en 2011, beaucoup prédisent le pire. Mais son successeur, Tim Cook, est tout son contraire. Jobs, c'était le visionnaire, le preneur de risques, obsédé par le produit. Cook, lui, c'est l'opérateur. Méthodique, un génie de l'exécution, qui va se concentrer sur la construction d'un écosystème en béton.
Et le résultat de cette nouvelle approche, il est juste ahurissant. Sous la direction de Tim Cook, le chiffre d'affaires d'Apple explose. On passe de 108 milliards en 2011 à plus de 416 milliards prévus en 2025. C'est une croissance phénoménale, tout simplement. Et ce graphique, il nous montre la nouvelle stratégie en action. Bien sûr, l'iPhone reste la locomotive. Mais regardez la part des services. iCloud, Apple Music, l'App Store. Ce qui était un petit plus à côté est devenu un monstre qui pèse plus de 100 milliards de dollars à lui seul. La stratégie, c'est de transformer des acheteurs en abonnés. Au final, Apple a non seulement survécu à la perte de son créateur, mais est devenu plus riche que jamais. Mais ce succès a eu un prix, la transformation. L'entreprise a un peu perdu son côté rebelle, son aura de pirate, pour devenir un empire, forcément plus prévisible. Alors, la question qui reste posée, c'est, en grandissant, Apple a-t-elle perdu son goût du risque ?